C'est mieux, oui, c'est mieux. Voilà, donc, j'en étais oui, donc, pour vous dire que cette conférence correspond à un cycle qui a été instauré par le collectif Aidants 34, un collectif qui a été institué il y a 3 ans de ça, pour venir donner de l'information aux aidants, ce qui est quand même fort souvent une difficulté pour les aidants que vous êtes. Donc, Journée nationale des aidants, qui est une journée nationale qui se déroule le 6 octobre, et donc à l'initiative de ce collectif de conférences, et je pense qu'il y en aura d'autres à venir. Donc déjà remercier l'association Le Clos Lafontaine et Fatia en particulier, qui est l'association qui pilote le collectif Aidants 34, c'est-à-dire qui a l'amabilité de nous recevoir et de nous réunir tous pour nous mettre autour de la table et décider des différentes animations et différents événements qu'on organise pour vous. Et puis aujourd'hui, ici, donc, vous allez retrouver le professeur Jonquet, que certains d'entre vous connaissent, si ce n'est de visu, au moins de nom. Nous aurons aussi Daniel Tritan, qui est je suis délégué de France Parkinson. Voilà. Et autour de la table également, enfin autour, derrière plutôt, parce que c'est pas une table ronde, Gaël Aiglet et Marion Bourget de la plateforme Repère, qui est une plateforme de répit. Donc, je vais introduire par quelques mots quand même pour vous expliquer, si vous le savez déjà, j'imagine que certains de vous le savent, ce qu'est le répit. On va commencer par la définition du Larousse. 2 définitions différentes. Le répit, c'est un arrêt momentané, une suspension de quelque chose de pénible, d'une souffrance. C'est aussi un repos, une interruption dans une occupation absorbante ou contraignante, comme se donner un répit. Le répit, c'est quoi? Le répit, c'est se donner des moments bénéfiques, pour vous, bien évidemment, mais aussi pour le proche que vous accompagnez. Alors, de quoi on parle quand on parle de répit? Il s'agit bien évidemment d'un arrêt provisoire, d'une responsabilité, d'une charge. Le répit permet à la personne aidante de confier son proche à un professionnel ou à une structure qui peut prendre le relais. Et c'est un temps nécessaire, absolument nécessaire, aussi bien à l'aidant familial, qui peut se recentrer sur nous-mêmes, qu'à la personne aidée. C'est en effet, pour la personne aidée, aussi la possibilité de vivre une autre expérience. On n'accompagne jamais mieux un proche en perte d'autonomie que lorsqu'on ne s'oublie pas soi-même et qu'on dispose de plage pour reprendre son souffle. Souffler, se mettre entre parenthèses. C'est quoi? C'est quelques heures, quelques jours, c'est quelques jours de vacances, une invitation à dîner qu'on peut enfin honorer, une sortie entre amis, un ciné, un théâtre, peu importe. Ces activités sont absolument nécessaires. Elles sont souvent, hélas, abandonnées, reportées, lorsque vous devez vous occuper seul d'un proche. Les solutions de répit, elles, permettent aux aidants de retrouver du temps pour eux. Ce sont des moments qui contribuent à la préservation de votre santé. Et votre santé est essentielle, bien évidemment, pour vous-même, mais aussi pour votre proche. C'est aussi une ouverture pour vos proches. Le répit ne vous profite pas qu'à vous. Les personnes accompagnées ont elles aussi besoin de rompre avec leur quotidien. Un séjour en hébergement temporaire, un après-midi passé dans un accueil de jour, permettent à votre proche de découvrir de nouveaux lieux, d'échanger avec d'autres personnes, de vivre d'autres expériences. Alors, le droit au répit, c'est un droit, c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, et c'est un droit reconnu désormais par la loi. La loi qui a été votée en 2015, qui s'appelle la loi ASV, la loi, je vais y arriver, d'adaptation de la société au vieillissement, qui a instauré un droit au répit pour les proches aidants de personnes âgées de plus de 60 ans. Parents handicapés sont également concernés. Des solutions de répit variées pour votre proche, des solutions qui existent pour vous permettre de prendre du temps pour vous tout en confiant votre proche à un professionnel. Il y a les possibilités d'une présence à domicile,
les accueils de jour, les plateformes d'accompagnement et de répit comme repère, les séjours de vacances et les séjours de vacances ensemble, puisque prendre du répit, ça peut aussi être prendre du répit ensemble dans un ailleurs, autre part que dans son quotidien. Je vais vous donner lecture d'un témoignage qui nous a été confié par l'association France Parkinson et dans lequel je pense un certain nombre d'entre vous vont se retrouver. Il s'agit d'un témoignage de Monsieur Prudel, dédié à son épouse Luce. Un petit clin d'œil à notre ami Lacan pour dire tout d'abord combien le mot aidant, qui est employé pour tous ceux qui, comme moi, sont soi-disant bien portants, me semble incorrect et insupportable, tout comme le mot parkinsonien, qui ignore l'être pour ne s'intéresser qu'au paraître de la maladie. Mal à deux, car l'annonce de la maladie au malade rend immédiatement malade aussi celui qui ne l'est pas. Je veux dire l'autre, celui qui l'accompagne. Cette annonce rend soluble le mot aidé qu'il faut par conséquent mettre au pluriel, ce qui permet l'égalité. Il n'y a plus d'aidants et donc plus d'aidés, mais deux aimants. Ainsi va-t-on mieux comprendre ce qui va maintenant se passer pour les deux, qui pour faire un mot ne sont pas aidés, si par chance ils sont deux. Le monstre mute rapidement et se transforme en hydre, le plus souvent à deux têtes et parfois plus, s'il se trouve d'autres personnes très proches. Chacun le combat avec courage, détermination, superbe, orgueil, gloire. L'un laisse apparaître les symptômes classiques, tremblement, l'autre tremble, tout autant à l'intérieur. L'un laisse apparaître, l'un est agité par des mouvements désordonnés, l'autre s'agite en tous sens. L'un est bloqué, l'autre court partout. L'un ne dort plus pendant que l'autre veille. L'un crie de désespoir, l'autre hurle à tous les vents. L'un culpabilise, l'autre s'affole. L'un ne parle plus pendant que l'autre parle trop. On s'agresse, on se déteste, on s'aime, on se détruit, on détruit l'autre pour le reconstruire aussitôt. Les corps se battent et s'ébattent aussi. Tout ça, c'est leur nouvelle vie. Tous deux avancent quelquefois en pleurant l'un sur l'autre, pas trop fort ni trop souvent pour ne pas inquiéter tous ceux qu'ils aiment. Et tous deux tournent les jours en riant aussi quelquefois, d'eux, avec ceux qui les soignent. Ils parviennent aussi à plaisanter avec leurs derniers et de plus en plus rares amis. Le combat est différent pour chacun, car chacun combat. L'un la maladie et l'autre le micro, parce que tout à l'heure j'ai oublié de saluer nos interprètes qui interprètent en langue des signes et elles viennent de l'association des ailes. Voilà. Nous allons donc maintenant écouter, c'est Daniel qui reprend la parole ou bien c'est Marion et Gaëlle? Je vais continuer donc c'est un témoignage que je vais donner en tant que je suis là, je suis déléguée départementale Parkinson, mais je suis là surtout en tant que pour donner un témoignage en tant qu'aidante, puisque si je suis venue dans le comité, il faut savoir c'est parce que j'ai mon mari qui est atteint de maladie, que j'arrive à la retraite et que je voulais m'investir dans une association. Et je voulais amener mon mari donc à entrer dans un comité pour pouvoir échanger. Donc je suis arrivée, ils avaient besoin d'une déléguée et moi j'étais apte et j'étais prête, donc j'ai dit oui, et parce que le comité était derrière moi. Mais mon parcours, donc professionnellement j'étais éducatrice spécialisée, mon mari travaillait dans un centre de vacances, puis suite à un licenciement, un harcèlement moral au travail, la maladie de Parkinson s'est déclenchée. Bon, il avait 49 ans. Pour lui, vu que c'était un grand sportif, il travaillait dans une maison de vacances à la montagne, il était persuadé qu'il allait arriver seul à recréer d'autres circuits et à se battre contre la maladie. Nous avions deux enfants, deux garçons de 8 et 12 ans, avec l'admiration complète de leur père, bien sûr, qui était un grand sportif, eux étant également dans le sport. Donc ça a vraiment été une chape de plomb qui est tombée sur notre famille parce que
Là, leur père, il ne pouvait même plus marcher sur les petits chemins de montagne parce qu'il avait le vertige, il ne pouvait plus monter aux arbres, il ne pouvait plus rien faire. Donc ça a été très très compliqué pour eux et ça a conduit à un échec scolaire pour les deux d'ailleurs. Et moi j'ai continué donc ma profession d'éducatrice, ce qui est parallèlement, je peux dire parallèlement, oui, on a continué donc à vivre notre vie de famille. On était, disons, à côté, mais on n'était pas côte à côte, quoi. On vivait chacun, on essayait de vivre le mieux que l'on pouvait cette difficulté qui arrivait. Après, petit à petit, je suis venue avec lui, je l'ai accompagné donc aux visites chez le neurologue, parce que je m'étais aperçue qu'en fait, il ne disait pas tout, parce qu'il ne sentait peut-être pas tout ce qui se passait aussi. Donc moi je suis intervenue avec lui, il a bien voulu que je l'accompagne, mais les réponses du neurologue à ce niveau-là, c'était, écoutez, ça vous est tombé sur vous, c'est comme ça. Et puis, entre guillemets, c'était pas dit, mais c'était débrouillez-vous, quoi. Bon, les médicaments, il y a eu la neurostimulation, tout allait très bien au niveau technique. Mais au niveau de la vie quotidienne, c'était une autre affaire parce que ce que je ne savais pas moi, c'est que les médicaments induisaient des comportements particuliers et qui ont vraiment, à un moment donné, mis en grosse difficulté notre couple. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, à chaque fois, il a fallu aller donc interpeller le neurologue qui me disait, ben oui, d'accord, c'est ça, mais vous savez, en fait, ce médicament, il marche très bien pour la maladie. Mais oui, mais le docteur, moi, ma vie de famille, là-dedans, ça ne peut pas continuer, quoi, ça ne va pas du tout. Bon, ben écoutez, on va changer. Et puis en fait, on a changé de neurologue. On a changé, nous, de neurologue, on en a fait 2, 3, 4, jusqu'à trouver le neurologue qui nous entende. Et donc petit à petit, on est arrivé à construire autre chose. Et je me suis aperçue aussi progressivement que la maladie évoluait. Et un peu tard peut-être que mon mari n'arrivait plus à constituer son pilier et qu'il se trompait dans les médicaments. Mais ça, je m'en suis aperçue tard, parce que ça, il ne le disait pas. Voilà. Après, on est arrivé, je suis arrivée donc, j'ai pris ma retraite, une retraite anticipée, et je suis arrivée au comité. Et je pense que ce qui est important, quand on a une maladie dégénérative chronique, on est là-dedans, c'est de pouvoir s'adresser à des personnes qui connaissent ce que vous vivez vous. Donc le jour où je suis arrivée dans ce comité, il y avait donc Bernard qui a écrit le poème là et qui est décédé au mois d'août, qui était évident, qui est décédé. Le jour où je suis arrivée dans ce comité, je me suis dit, ben ça y est, tu as trouvé ta famille en fait. Parce que eux, ils comprenaient autant les personnes qui étaient atteintes que les personnes qui accompagnaient. Ils comprenaient tout à fait ce que je vivais moi. Voilà. Donc, ce que je veux ajouter aussi, c'est qu'au départ, on n'est pas aidant, ni accompagnant, ni... On est un époux ou une épouse. Et puis c'est progressivement, au fur et à mesure que la maladie évolue, qu'on va devoir accompagner. Parce que le mot aidant, c'est vrai que moi je suis comme mon ami Bernard, j'aime pas trop. Alors, on va devoir accompagner parce que c'est votre compagnon qui est en difficulté et qu'on ne va pas pouvoir le laisser dans cette difficulté-là. Je suis en difficulté dans la situation, je trouve que c'est difficile ce que je suis en train de vivre. J'ai besoin d'avoir un soutien, d'aller peut-être avoir un moment d'écoute. Je sais que je peux compter sur une amie, mais aussi pourquoi pas sur un prêtre, sur quelqu'un qui est important pour moi et qui me donne cette possibilité de continuer à vivre ce que j'ai à vivre auprès de mon proche. En effet, quand on est aidant et dans tout ce processus de l'aide, on est face à différents événements de vie qui bouleversent vos habitudes de vie, nos habitudes de vie. On peut, en fonction de l'évolution, devoir être plus présent, apporter plus d'aide au quotidien. À chaque fois, on est dans ces bouleversements psychologiques qui nous demandent de réajuster nos besoins, mais de réévaluer la situation,
de redonner du sens à ce que l'on est en train de vivre. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de psychologue, le travail de deuil blanc. Accepter, le deuil blanc, c'est accepter ce qui ne sera plus. Bon, c'est un gros mot, accepter, mais en tout cas, essayer de trouver des nouveaux moyens de source de satisfaction. Alors, je vais essayer, en fait, toujours dans cette dynamique psychologique, pour montrer ce que c'est l'adaptation et ce travail de deuil, c'est face aux pertes. On passe par différentes phases. On voit que notre proche commence peut-être à diminuer physiquement, commence à avoir des troubles de la mémoire, peut-être des troubles de moteur. On peut passer par différentes phases qui sont normales, qui font partie du processus psychologique d'adaptation et d'acceptation de la situation. Par moments, on peut être dans le refus. C'est pas possible qu'il soit malade. Dans la colère, dans cette colère. Dans la réévaluation positive, l'idéalisation. Mais non, mon mari n'est pas malade. Mais non, mon enfant n'est pas malade. Je vais tout faire pour le guérir. Je vais tout faire pour qu'il aille mieux. Des phases un peu dépressives et de culpabilité, comme nous soulignait Madame Tritan, on dit non, soit je n'y arriverai pas, ou encore je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi parce que mon mari est malade. C'est aussi ces phases qu'on appelle, voilà, on appelle de plusieurs noms, donc j'ai nommé aussi à côté les noms, c'est on va réévaluer positivement la situation, par moment on dit mais non, je vais y arriver, par moment on peut dire c'est trop difficile ce que je suis en train de vivre, c'est normal, ça fait partie de l'équilibre psychologique, de ce qu'on est en train de vivre et de tout ce mécanisme d'adaptation qu'on essaie de mettre en place face à une situation qui change et qui peut changer continuellement.